Monsieur Jolivet est un passionné, un féru d'histoire. Alors régulièrement, il vient exhumer des trésors du passé. Ah, j'ai peut-être déniché la perle rare. Son terrain de chasse, la bibliothèque Fornet, la mémoire de la publicité française. Là où sont stockées des milliers de réclames, parfois vieilles de plus de 150 ans. C'est prometteur, mais voilà, c'est le meilleur moment. Parce que c'est la pépite, là. Vous Voilà. allez pouvoir enfin découvrir le petit trésor. Je vous remercie. Dans ces cartons, flotte le doux parfum d'époques révolues. Ah, tiens. D'antiques réclames, comme pour les pâtes Brusson et leurs fameuses nouilles de Gascogne. De quoi mettre l'eau à la bouche de Pierrick Jolivet. J'aime beaucoup les couleurs, le fond rouge de l'affiche et le personnage truculent. Ça, c'est vraiment intéressant. Chocolat Pupier, gaine et lingerie Scandale pour une ligne jeune. Pierrick raffole de toutes ces vieilleries. Mais contrairement aux apparences, il n'est pas venu pour le plaisir, mais pour travailler. Alors ça, là, j'ai beaucoup de plaisir à trouver ce document. Un beau bébé joufflu qui déguste son bol de chocolat chaud et dont Pierrick a tout de suite reniflé le potentiel commercial. Car il n'est pas un collectionneur ordinaire, ces images, il va les utiliser pour vendre toute une série de petits objets. Ça peut donner quelque chose de très joli sur un mug, par exemple, une plaque sur le haut d'un thermomètre. Enfin, j'imagine quelques produits qui pourraient décliner cette image. Pour proposer des produits bien d'aujourd'hui, Pierrick n'a qu'à offrir une seconde jeunesse à ces vieilles images. Comme cette publicité des années 30, parfaite pour décorer une cuisine. Tout y est pour faire un visuel publicitaire parfait. Il n'y a qu'un petit détail qui cloche, le nom du chocolat. Manger du sida, cela ne ferait plus rêver personne. Pierrick ne gagne pas à tous les coups. Ce jour-là, il repartira tout de même avec des vaches, un bébé gourmand et le Cyrano des pâtes Brusson. Remettre au goût du jour ces trésors d'autrefois, cela porte un nom très actuel, le rétro-business. Et miser sur la nostalgie des Français n'a jamais aussi bien marché. Il n'y a qu'à jeter un œil à la déco de certains appartements pour s'en convaincre. Dans son 2 pièces parisien, c'est une jeune fille bien de son temps qui aime vivre dans le passé. À 27 ans, Valentine est fan de rétro, une passion débordante et qui lui prend beaucoup de place. Donc ça, c'est mon meuble télévision. C'est un meuble à la base des années 50. Et moi, ça m'a permis de ranger tout mon matériel un peu hi-fi. Juste à côté, de splendides valises en carton, toutes droit issues des années 60. Et j'aime bien leur forme. Et en fait, moi, ça m'a permis de ranger tous mes magazines, ranger tout le bazar sans que ça soit visible à l'œil nu. Un peu plus loin, une authentique table en formica. Une lampe Diabolo des années 60. Du mobilier des années 50 et 60, ce n'est pas vraiment donné. Alors pour décorer son intérieur façon vintage à moindre frais, Valentine a trouvé une autre solution. Pour parfaire sa collection, elle n'a qu'à se diriger vers l'une des nombreuses boutiques qui sont apparues avec la mode du rétro il y a quelques années. De petites machines à remonter le temps. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? En fait, je cherche des pièces un peu exceptionnelles, vraiment qu'on ne voit pas chez tout le monde. Donc, je voudrais que vous me montriez un peu ce qui est rare dans cette pièce. Donc, on a une belle pièce là, des années 40. D'accord. Un authentique jukebox en état de marche, pas vraiment dans les moyens de Valentine. Bon, le prix, c'est 8 000 €. Ah, d'accord. Après, là aussi, ça, c'est une très belle pièce. Il y a bien ce morceau de Boeing, mais là encore, c'est hors de portée du petit budget de Valentine. Mais dans l'arrière-boutique, d'autres pièces vont attirer son attention. Elles sont bien moins chères, mais elles n'ont d'ancien que l'apparence. J'aime bien celle-là aussi. Oui, l'esprit très... L'esprit famille parfaite, le papa, la maman, les enfants. Voilà, un peu un monde idéal où tout était calme. Ouais, c'est plutôt chouette.
La scène date bien des années 60, mais la plaque, elle, n'a rien d'une antiquité. C'est-à-dire, ça a été fait quand, ça? C'est récent, là, c'est tout neuf. C'est une plaque qui est récente. Et ce qui permet d'être à des budgets, pour le coup, quand même moins importants qu'une plaque d'origine. D'accord. Du coup, la bouffée de 30 glorieuses ne coûte que 20 €. Faire du neuf avec de l'ancien, une tendance qui touche tous les secteurs. Comme pour ces plaques décoratives à la gloire du passé, des thermomètres et des petits jouets pour enfants. Même des monuments du passé reviennent à la mode, jusqu'aux détergents de grand-mère qui reprennent des couleurs. Ça ressemble à de l'ancien et c'est tout neuf, et cela fait les affaires de ceux qui ont misé à temps sur cette vague de nostalgie. Près de La Rochelle, nous retrouvons Pierrick Jolivet, l'un de ces fabricants de nostalgie. Il vend chaque année plus de 50 000 objets décoratifs. Ici, tout est fait maison par Chantal. Chaque jour, c'est elle qui découpe et colle sur des plaques en acier les dessins dénichés par Pierrick. Elles vont cuire toute une nuit dans ce four. Et quand Pierrick vient vérifier la fournée du matin, c'est qu'une toute nouvelle série vient d'être lancée. Il y a toujours un peu de suspense quand on sort les premières comme ça. Voilà la dernière création de Pierrick. Une plaque à la gloire d'un monument des deux roues, Vélosolex. Il compte en produire 400 exemplaires. Je pense que vraiment c'est une marque forte et qui représente beaucoup de choses pour les amateurs de deux roues français. Car pour être sûr de plaire au public, il doit avoir de grandes marques dans son catalogue, comme Coca-Cola, J'ai ici une pin-up d'avant-guerre. ou encore Michelin et son célèbre commercial à Bourlet. Le personnage du Bibendum qu'on retrouve ici sur un tracteur. C'est une plaque en émail. Voilà où terminent toutes les trouvailles de Pierrick, sur des petits objets du quotidien. Et avec ici la fameuse pin-up sur un distributeur de serviettes. Si la marque n'appartient plus à personne, c'est le jackpot pour Pierrick. Pour exploiter l'image, c'est gratuit. Mais le plus souvent, ce n'est pas si simple. Certaines marques sont de vraies divas. Et Pierrick doit alors respecter des conditions très précises. En 2011, il a par exemple signé ce contrat avec un célèbre fabricant de soda. Et si M. Jolivet veut gagner de l'argent en répliquant ses archives, il doit d'abord accepter d'en dépenser. Chaque année, on doit verser un minimum, qui est une espèce de ticket d'entrée pour pouvoir utiliser la marque. Avant même de vendre le moindre objet, M. Jolivet doit d'abord verser un petit cadeau de plus de 10 000 €. Et puis sur chaque objet vendu, la marque prendra sa part du gâteau. Ce pourcentage varie entre 8 et 12%. Mais la marque a une autre exigence, plus surprenante. Pas question pour Pierrick de vendre ses objets n'importe où. Pour ne pas dégrader son image, il y a des endroits où la marque refuse d'apparaître, comme dans des stations-service ou des téléachats, et même plus étonnant, dans des bases militaires américaines. En l'occurrence, on n'en a pas parmi nos clients, ça tombe bien. Mais voilà, c'est stipulé, effectivement. En exploitant la mémoire de ces marques, M. Jolivet a vendu l'an dernier pour près d'1 million € d'objets décoratifs. Le marché semble porteur. Du coup, certaines marques se sont dit qu'elles pouvaient elles aussi redonner vie à leurs produits vedettes. Dans le nord de l'Italie, près de Venise, c'est une petite vidéo que les Anatta, père et fils, prennent à nouveau plaisir à regarder. Car ces images en noir et blanc ont bouleversé leur vie. Juillet 1969, Giancarlo réveille toute sa petite famille. L'histoire est en marche. Je me souviens, il était 2 heures du matin. Toi, tu étais tout petit. Et j'ai réveillé ta sœur pour lui montrer. Comme des millions de personnes, Giancarlo assiste éberlué au premier pas de l'homme sur la Lune. Mais alors que la Terre a les yeux rivés sur Neil Armstrong, M. Zanatta, lui, ne voit qu'une chose,
ses chaussures d'astronaute. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Tu les as remarquées tout de suite, ces chaussures? Évidemment, on ne pouvait pas ne pas les remarquer. Et quand ils ont commencé à se déplacer, ils ne marchaient pas, ils flottaient. Et les empreintes de la chaussure, on les a vues de suite. Un petit pas pour l'homme, ça on connaît tous, mais un bond de géant pour les Anatas. Durant toute une année, Giancarlo, alors modeste fabricant de chaussures, ne va plus penser qu'à ces drôles de bottes lunaires. C'est comme ça qu'est né un produit phare des années 70. Ça, c'est le Moon. C'est un des premiers prototypes de mon bout. Je ne sais pas combien d'années il a. Peut-être il a 30 ans. La Moon Boot, un concentré de bonnes idées. Ni pied droit ni pied gauche, rien de plus simple à enfiler après une journée de ski. Un gros chausson qui coûtait l'équivalent d'une centaine de nos euros. Et voilà, chaussures légères, chaudes, économiques. Le succès de la Moon Boot est fulgurant. Pendant 15 ans, Giancarlo en vendra jusqu'à 1 million par an. Car ces bottes vont faire le tour du monde et même les plus grandes vedettes voudront jouer aux astronautes. Il y a Sophia Loren, dans les artistes qu'on a porté la Moon Boot. De célèbres actrices, mais aussi des têtes couronnées. La princesse Caroline de Monaco avec son fils Andrea, vous voyez, les deux. Elles finiront même au pied des plus grandes stars de l'époque, comme le membre des Beatles McCartney, Moon Boot au pied, et la tête, visiblement dans la lune. Mais la mode s'éteindra avec les années 80. 20 ans plus tard, grâce à sa Moon Boot, Giancarlo est à la tête d'un empire qui pèse 350 millions d'euros. Et depuis plus de 3 ans, le grand cirque a repris pour les Anatas. La chaussure qui a fait sa fortune est revenue sous les projecteurs. Et lorsqu'on arrive au siège de son groupe, on ne voit plus qu'elle. On va préparer la salle. Si. Celle-là, je la mets où? Celle-là avec les anciens modèles et l'autre avec les nouveaux. C'est un showroom tout neuf que Giancarlo a dédié à sa création, Tous ces coloris-là, on va les faire. qui a 40 ans passés, n'a quasiment pas changé. Nous avons fait un petit anneau fonctionnel. Autrement, il tombait comme ça. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais cette fois-ci, pas question pour Giancarlo de prendre le risque que son invention retombe à nouveau dans l'oubli. Alors il a lancé toute une nouvelle collection. Vous les prenez en photo, vos Moon Boots? Oui, mais je l'aime. Il faut que ces Moon Boots puissent séduire au-delà des amateurs de la version historique. On a fait des modèles haut, moyen et plus bas, naturellement à plusieurs coloris. Et Giancarlo a une autre ambition. Il veut pouvoir vendre sa nouvelle génération de bottes partout et plus seulement dans les stations de ski. Bonjour Giancarlo. Ciao Michel. Comment ça va? Bien arrivé. Michel est le responsable de la marque en France, le deuxième plus gros marché des Anatas après l'Italie. Et il revient tout juste d'une mission essentielle pour l'avenir de la marque. Non mais c'est bien, puis j'ai des bonnes nouvelles sur la Moon Boot, là justement. Bien. Voilà. Ok, on va travailler maintenant. Allez, faut travailler là maintenant. Michel vient de faire la tournée des distributeurs français pour leur présenter les dernières créations de Giancarlo. L'accueil a été très très bon. Et c'est ça. Comme ces bottes, qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'après-ski vedette des années 70. Bon, l'idée, bien sûr, pour l'Avenue, c'était de faire encore une botte plus fine que les West East, et en fait, qui va pour mettre en ville à partir du mois d'octobre les premiers frimas. Voilà l'ambition de M. Zanata. Lancer de nouvelles chaussures qui pourraient se vendre 6 mois par an. L'idée, la philosophie à l'arrière, c'est de descendre de la montagne à la ville. Voilà. Multiplier les ventes en faisant de la Moon Boot une chaussure presque comme toutes les autres. Le risque, c'est que la marque perde son âme en même temps que ses clients. Pour Maurizio, le directeur marketing, un impératif, conserver tous les codes
qui ont fait le succès de la marque. On a gardé un certain nombre d'éléments pour que les clients se rendent compte qu'il s'agit d'une icône. Les lacets, la marque, ces éléments peuvent être adaptés à différents styles, publics et époques, mais d'un seul coup d'œil, vous pouvez reconnaître facilement l'esprit de la marque. La maman, la fille, la petite fille. Les ventes de Moon Boot ont déjà redécollé. 400 000 paires vendues l'an dernier, 3 fois plus qu'au creux de la vague. Le vintage, un créneau qui dope les ventes. Et le plus étonnant, c'est que certaines marques connaissent le succès sans même le faire exprès. Dans les rayons d'un grand magasin de bricolage parisien, Julie s'apprête à changer de siècle, à faire un petit bond en arrière de 60 ans. Sa machine à voyager dans le temps, cette simple cabine d'essayage. En un clin d'œil, Julie est devenue une ménagère des années 50 qui ne laisse pas indifférents les jeunes garçons de cette époque. On se connaît ? Je crois pas, monsieur. Un petit look rétro qui ne manque pas de susciter des souvenirs chez tous les clients qu'elle croise. Et c'est bien ce que recherche notre vedette d'un jour, car elle s'apprête à donner un show très spécial à base de produits de grand-mère. Vous voulez que je vous montre comment faire de la lessive? C'est très simple. Donc avec un paquet comme ça, je vais pouvoir faire jusqu'à 140 lessives. Donc c'est très simple. Je prends du savon de Marseille en coco que je vais venir mettre dans un bidon que j'aurai récupéré. Voilà. Du savon de Marseille, un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Je mets une cuillère à soupe de ça. Pas vraiment l'innovation de l'année. Et après, j'ai plus qu'à rajouter de l'eau et ma lessive est faite. En quelques secondes, Julie vient de préparer une lessive façon grand-mère. Et la magie opère, le public se retrouve illico dans ses culottes courtes. Ce que je trouve de joli, c'est que leur looking, entre parenthèses, c'est pas agressif. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un côté un peu, on va dire, passéiste un petit peu, mais bon, un petit peu nostalgique en fait. Julie enchaîne les démonstrations pour vendre ses produits traditionnels. Des étiquettes colorées, un logo flashy et une ménagère des années 60, ravie d'entretenir son intérieur. Tout est fait pour rappeler le bon vieux temps. Je vais me servir du blanc de Meudon. Donc en fait, je vais mettre l'équivalent d'une dose de poudre de blanc de Meudon. Le blanc de Meudon, c'est de la simple craie. Donc là, je verse. Avec un peu d'eau et un bon coup de torchon, rien de tel pour faire briller des couverts en argent. Là encore, rien de révolutionnaire. Et c'est bien ce qui plaît aux clients. Et voilà, regardez le résultat. Vous voyez l'avant-après. Et c'est combien? Alors, c'est 5,50 €. Bon, je vous en prendrai. Ouais. À 5,50 €, ce blanc de Meudon dans sa jolie boîte rétro est jusqu'à 2 fois plus cher qu'un blanc de Meudon basique vendu en supermarché. Car la marque met en avant la grande qualité de ses produits. C'est aussi une belle idée marketing, alors que tout a commencé par une simple blague. Dans son bureau près de Lille, Frédéric Manger n'en revient toujours pas d'un tel succès. Depuis 1946, son entreprise commercialise des produits d'entretien pour l'intérieur, vendus dans des enseignes spécialisées. Il y a 2 ans, Frédéric est chargé de célébrer les 65 ans de la marque. Il crée cette petite série au look rétro, en forme de clin d'œil. Et sans le savoir, il va taper dans le mille. On est arrivé de manière relativement involontaire au milieu de la vague vintage, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout notre démarche. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le retour à l'origine. Donc ça a été un bon plan pour nous. Oui. Un bon plan qui va rapporter 1 million d'euros dès la première année. Alors aujourd'hui, fini de rigoler. Le vintage est une mine d'or que Frédéric compte exploiter jusqu'au dernier filon. Comme tous les mois, il s'apprête à sortir un nouveau produit du vieux livre de recettes de l'entreprise. Donc j'ai ramené 3 essais de cire. C'est de cire à lustrer dont il s'agit.
Un produit qui a déjà fait les beaux jours de la marque dans les années 50, comme le montre cette vieille publicité. Ah, vous salissez. Eh bien, frottez maintenant. En 2013, quand un client cirera son parquet, il devra se sentir propulsé dans cette ambiance des années 50. Autrefois, l'encaustique. Aujourd'hui, Star Wax. Alors Frédéric doit peaufiner le moindre détail. Tout d'abord, vérifier que la recette est bien efficace. Elles s'étalent, enfin, les deux premières s'étalent très bien, toutes les deux. Mais ce n'est pas là-dessus que nos experts du ménage vont plancher le plus longtemps. Car il y a bien plus important, à commencer par l'odeur de la cire. Oui, celle-là, elle sent l'amande, t'as raison. C'est la 3 qui sent l'amande. Pas vraiment le parfum recherché et de quoi faire rêver le client. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que je retrouve pas l'idée que j'ai de la cire dentée, en fait. Voilà, je retrouve pas cette odeur-là. C'est une odeur qui est trop douce pour moi, en fait, finalement. Mais le dernier échantillon, lui, va faire jaillir les bons souvenirs. C'est comme une Madeleine de Proust, en fait. Hein. C'est l'odeur que j'avais quand j'allais chez ma grand-mère. Une odeur qui est un petit peu agressive et à la fois qui reste, qui tient. L'odeur validée, Frédéric doit trouver le bon emballage. Pas question de réutiliser la boîte d'origine, car le clin d'œil aux années 50 doit être plus subtil. On a associé quelque chose de l'époque qu'on a retravaillé avec des choses plus modernes, finalement, des éléments plus contemporains. Car l'étiquette, c'est ce qui déclenchera l'achat du consommateur. Et c'est 80%, j'allais dire, du succès de la gamme. En à peine 2 ans, la marque a déjà sorti une vingtaine de produits et compte bien profiter de l'aubaine avant que la mode du vintage ne disparaisse à son tour dans le rétroviseur.